message. Donc là, en fait, on va continuer. Comme j'ai dit, depuis le début, on était en train de parler principalement de l'impact sur les entreprises. Là, on va un peu parler de l'impact un peu plus global. Il faut comprendre que c'est une... Alors, il y a des gens qui parlent de la révolution numérique. Et donc, c'est une révolution qui est beaucoup plus profonde parce qu'elle impacte l'être, elle impacte la société, elle impacte les relations sociales. Alors, premier niveau d'impact, c'est l'impact sur l'identité. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle l'être numérique. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une identité réelle et peut-être une ou plusieurs identités numériques. Et ça, on le voit clairement, à différents niveaux. Il y a des gens qui se transforment quand ils sont derrière leurs écrans, quand ils sont sur Facebook, en d'autres personnes. Donc on va avoir une autre identité, alors peut-être pour le mieux, pour le pire, ça dépend. Alors, ce qui est également intéressant, c'est que en fait, les éléments auxquels on s'identifie ne sont plus les mêmes. Avant, on s'identifiait à une famille, par exemple. D'accord. On s'identifie à une tribu. On s'identifie à un pays. On s'identifie à une identité religieuse, à une identité culturelle. Aujourd'hui, de plus en plus, ces types d'identification sont en train de se rétracter au profit d'autres identités. Alors, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Moi, je suis pas là pour juger, mais je trouve que c'est quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus vrai. Donc, on a cette identification qui est différente, qui est vis-à-vis d'autres choses. Alors, je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, quand on va s'identifier, par exemple, il y a quelques années, quand on voulait donner une identité, c'était souvent l'adresse postale. Aujourd'hui, bon, l'adresse postale ne veut rien dire. On s'identifiait même au numéro de téléphone. Donc, le numéro de téléphone, c'était un élément d'identité. C'est pour ça que généralement les gens ils gardaient leur numéro de téléphone pendant des années et des années. Je connais des personnes qui ont le même numéro de téléphone depuis 20 ans. Généralement, c'est un critère, si vous voulez, tester, évaluer, est-ce qu'une personne il appartient à l'ancienne génération ou à la nouvelle génération. Alors que dans la nouvelle génération, vous allez trouver des personnes qui changent de numéro comme ils changent de chaussures. Donc, ils ont 3 numéros déjà, avec les 3 opérateurs. À chaque fois où il y a une promotion chez un opérateur, ben, ils vont basculer d'un opérateur à un autre. Donc, bien sûr, avec ça vient un élément qui est très important, c'est le caractère de zappeur de cette nouvelle génération. C'est une génération fidèle, parce que tout simplement, ils ne se retrouvent pas dans une identité qui est enracinée, familiale, tribale, culturelle, religieuse. Et donc, du coup, on va se retrouver avec des personnes qui peuvent, comme j'ai dit, changer d'identité. Alors, l'exemple que j'ai donné pour le numéro de téléphone, bah, il est valable parce qu'aujourd'hui, même quand on va changer son numéro de téléphone, on va toujours être accessible via d'autres médias. Et donc, ce qui est intéressant ici à noter, c'est que le plus important, comme j'ai dit, c'est pas son numéro de téléphone, mais c'est d'être accessible. Alors, on peut toujours être accessible via d'autres médias, alors sur Facebook Messenger ou sur WhatsApp, tout en changeant son numéro de téléphone. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la notion d'identité, elle est différente. Alors, comme j'ai dit, également, est-ce qu'elle est différente pour le meilleur ou pour le pire? Ça, c'est autre chose, mais c'est un élément qui est fondamental. Pourquoi? Parce que quand on va identifier une personne, c'est pas nécessairement par rapport aux éléments d'identification plus ou moins classiques. Donc, bon, ça, c'est à noter. Deuxième élément, en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est tellement ouvert sur les autres nations, sur les autres pays, qu'à un moment ou un autre, on est en train de s'identifier à eux. Alors, il y a des gens aujourd'hui au Maroc qui sont complètement versés sur la culture japonaise, sur la culture sud-coréenne, sur la culture turque, sur la culture d'Arabie Saoudite. Donc, on va se retrouver avec différents types d'identités et avec des personnes qui peuvent même, la même personne peut naviguer entre les différentes identités. Bien sûr, là également, il y a des avantages et des inconvénients par rapport à tout ça. Et puis, en termes d'inconvénients, clairement, aujourd'hui, la notion d'appartenance. Et donc, ça, c'est un peu le corollaire. La notion d'appartenance, elle devient quelque chose de différent. Alors, il y a des tribus numériques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a des
كاين الجيوش الرقميه l'armée d'un tel chanteur ou d'une actrice ou en fait, d'un personnage, d'une personnalité publique. Voilà. Alors, deuxième élément, c'est la propriété. Aujourd'hui, la propriété n'est pas que matérielle. Il y a une propriété virtuelle. Aujourd'hui, par exemple, les gens se targuent par rapport au nombre d'amis qu'ils ont, au nombre de connexions. Ils se targuent également par rapport au nombre de likes qu'ils arrivent à récolter, ou au nombre de vues. Donc aujourd'hui, il y a une autre forme de propriété, qui est une propriété numérique. Généralement, c'est les likes, c'est les vues, c'est les connexions, c'est les partages, c'est les commentaires. Tout ça, ça fait partie de la propriété numérique. Alors, il faut savoir là également que cette propriété est monétisable. Donc aujourd'hui, le nombre de likes que vous avez, c'est quelque chose que vous pouvez monétiser. Les youtubeurs, les podcasteurs, les influenceurs, les blogueurs, à un moment donné, tout ce beau monde, ils monétisent cette propriété numérique, ce recevoir numérique, donc les likes, les vues, les connexions, les partages, les commentaires. Alors, on va par exemple découvrir certains phénomènes dans ce sens. Alors des phénomènes, typiquement maintenant, quand une personne, il lance quelque chose sur YouTube ou sur Facebook, et il est en attente pendant une nuit, il fait une nuit blanche, à attendre les likes. Et donc c'est à peu près la même chose que ferait quelqu'un de l'ancienne génération. Alors par exemple, si le lendemain, il va pouvoir réceptionner sa nouvelle voiture ou sa nouvelle maison, si vous voulez, c'est un peu plus ou moins la même chose. Donc, il y a cette notion de produit. Alors, il y a également une caractéristique qu'on est en train de vivre de plus en plus, c'est la notion de servitisation des produits. Donc, les produits qui deviennent des services et les services qui deviennent des utilités. Typiquement, le transport pendant des décennies, pendant des générations, c'était un produit. Généralement, il fallait se doter d'une voiture, il fallait se doter d'un moyen de transport. Et donc, c'était beaucoup plus une propriété, un produit. Aujourd'hui, de plus en plus, avec la logique d'ubérisation, on s'oriente vers le transport comme un service. Alors bien sûr, c'est un service pour les gens qui utilisent le transport en commun, mais même pour les personnes qui utilisent un transport particulier, ça peut devenir un service par une utilité. La même chose par rapport à la maison. Alors, il y a des gens, par exemple, qui ont investi dans des maisons secondaires pour les vacances, ainsi de suite. Aujourd'hui, avec des produits comme Airbnb, on peut avoir une maison secondaire, mais sous forme d'un service auquel on accède aux besoins, à la demande, et qu'on va payer, et on va payer uniquement ce qu'on va utiliser. Alors qu'avant, une maison secondaire, ou bien sûr tu vas l'utiliser, tu vas la sous-utiliser, très certainement. Donc, et en fait, l'élément il impacte également la notion de propriété classique. Aujourd'hui, tout le système financier, la finance en général, la finance, c'est un outil, c'est un moyen pour accéder à la propriété et pour maintenir cette propriété. La banque, le produit le plus important au niveau de la banque, c'est le crédit. Et le crédit, il sert à quoi? Il sert tout simplement à accéder à la propriété. Une propriété auquel on n'aurait pas pu accéder si on n'avait pas le crédit. La même chose quand on va parler d'assurance, c'est une assurance d'objets, et donc d'objets qu'on possède. Donc c'est toujours lié à la propriété. Donc, les notions de la finance qui sont fortement liées à la propriété, ils doivent changer de manière fondamentale et profonde parce que la notion de propriété est en train de changer. Parce que les gens vont préférer louer que posséder. Alors, la fin des années 90, début des années 2000, dans le cadre du boom immobilier, on nous a cassé la tête avec des publicités comme Shreb Zemenka. Pourquoi continuer à louer alors qu'on peut posséder? Aujourd'hui, on est en train de vivre quelque part un mouvement inverse. Pourquoi posséder quand on peut louer? Parce que dès lors qu'on va parler de possession, dès lors qu'on va parler de propriété physique, automatiquement, il y a un ensemble de choses qui vont en découler. Une voiture aujourd'hui, il faut payer bien sûr une assurance, il faut payer un gardien de parking, il faut bien sûr assurer un entretien de la voiture, et ainsi de suite. Donc il y a un ensemble de choses qui sont impliquées ou qui découlent de cette possession et de cette propriété. Donc aujourd'hui, Kimagout, on s'oriente vers moins de propriété, alors ce qui peut être intéressant. L'une des raisons à laquelle on s'oriente également vers moins de propriété,
C'est la question, en fait, la troisième caractéristique liée au transport. Aujourd'hui, de plus en plus, on va vers d'autres types de transport. Je ne parle pas uniquement de la technologie. Alors, au niveau de la technologie, on a les voitures autonomes, on a ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus, ça existe dans certains pays, les taxis drones. Donc, on a d'autres formes de transport. Il y a des formes de transport un peu plus farfelues comme Hyperloop et Tesla. Donc, il y a un ensemble de moyens de transport qui sont basés sur les technologies. Alors, par exemple, les voitures autonomes sont fortement basées sur l'intelligence artificielle, puisqu'ils vont vous permettre, par exemple, de d'avoir une voiture qui est autoconduite et donc on n'a pas besoin d'un conducteur. Ça peut être utile. Alors là également, il faut voir les impacts sur des secteurs comme le transport et sur des métiers comme chauffeur. Aussi bien chauffeur de taxi, mais également chauffeur au niveau des moyens logistiques, des camions, des transporteurs. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a cet impact-là, qui n'est pas un impact simple, qui est un impact réel et très très important sur le transport. Alors, pourquoi j'ai parlé du transport en lien avec la propriété? C'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens vont se déplacer. Alors, vont se déplacer entre pays, vont se déplacer entre villes, ils ne vont pas nécessairement être stables dans la même ville. Alors, avant, il y a une vingtaine d'années, 25 ans, un peu plus, les gens étaient généralement stables. Donc, dès lors qu'ils travaillent dans une ville, ils vont travailler dans cette ville pendant toute leur existence. De même, en fait, quand on va étudier dans une ville et on va continuer à étudier dans la ville jusqu'à son permis, ses études. Aujourd'hui, de plus en plus, on trouve, avec la mondialisation, avec tous les effets d'entraînement que ça a donné, notamment en termes de réduction du coût du transport aérien, en termes d'accessibilité de beaucoup de pays, de régions du monde qui n'étaient pas accessibles auparavant, on se retrouve avec des gens qui se déplacent. Alors, se déplacent professionnellement, et puis se déplacent également par besoin, par envie. Ils ne veulent pas vivre dans une même ville pendant longtemps, ils veulent changer, ils veulent vivre des expériences un peu partout dans le monde. Et là, bien entendu, la notion de propriété n'a plus la même utilité, n'a plus la même importance qu'auparavant. علاش لأنه quand je vais me déplacer professionnellement, Allahumma, mais quand je dis de la propriété. Et comme ça, je suis plus flexible pour me déplacer. Bien entendu, cet aspect-là, il est en train d'être impacté fortement par le coronavirus. Donc, il se peut que par la suite, on va vivre un changement majeur au niveau du transport. Les prix, au niveau des liaisons aériennes, étaient justifiés par le nombre de personnes qui se déplacent. Si on a moins de personnes, et si on est obligé d'avoir moins de personnes pour les précautions sanitaires, automatiquement le prix du transport aérien va augmenter. Donc du coup, l'intérêt d'aller vivre ailleurs ou d'aller visiter ailleurs ou d'aller pendant les vacances ailleurs ne va plus être le même. Mais en tout cas, il faut savoir qu'aujourd'hui, le transport il est également impacté. Le pouvoir, ça c'est assez particulier. En fait, c'est quelque chose à laquelle on n'a pas fait beaucoup attention. Parce qu'il y a eu, bien sûr, les événements qui sont liés au printemps arabe. Mais à un moment donné, en fait, on le voit de plus en plus les dernières années, qu'il y a un pouvoir qui est lié aux réseaux sociaux. Il y a un pouvoir de buzz, de création de contenu, un pouvoir des influenceurs. Et ça, on le voit de plus en plus. Aujourd'hui, maintenant, il y a tout un débat sur la loi 2220. 2220, c'est bien ça. Qui est une loi qui a été validée par un conseil du gouvernement. Alors que, et là, en fait, on voit toute la pression qui peut être faite sur les réseaux sociaux et tout le pouvoir qui vient du buzz. Et on voit également d'autres rôles qui sont en train de se créer. Quand vous avez, par exemple, une doléance vis-à-vis de l'État ou là, un problème que vous voulez résoudre, vous allez vous adresser très certainement aux représentants locaux, à des partis, par exemple. Aujourd'hui, quand vous avez un problème, vous allez vous adresser à un influenceur, à une page sur Internet. يعني كاين بزاف ديال لي كا on l'a vu très dernièrement شي واحد عنده شي مشكل ولا تضرب ولا شي واحد تحرق ولا شي واحد وقع له مشكل un problème médical ولا كذا le premier réflexe qu'il va faire c'est justement de s'adresser soit à des influenceurs soit à des pages
pour pouvoir publier, donc pour pouvoir créer le buzz. Et généralement, ça génère une réaction de la part des décisionnaires, des personnes qui ont le pouvoir ou qui ont l'autorité. Tout ça pour dire, alors d'ailleurs, on l'a remarqué, pratiquement les 5 à 8 dernières années, une bonne partie des décisions politiques n'étaient pas guidées ou impactées par les partis politiques, elle était guidée et impactée par des réactions qui étaient sur les réseaux sociaux. Et on l'a vu à plusieurs reprises. Par exemple, type, c'est le boycott. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de pouvoir qui est en train de se créer. Moi, j'ai tendance à dire que, en fait, sur ce niveau-là, on est en train de vivre la fin d'une époque. Donc aujourd'hui, les paradigmes qui sont liés à la démocratie, notamment la démocratie représentative, il y a démocratie et c'est la démocratie qui part du principe qu'on doit élire des représentants du peuple, et ces représentants vont devoir défendre les intérêts du peuple, à travers bien sûr des partis politiques qui ont des programmes électoraux et qui vont devoir par la suite réaliser ou mettre en œuvre ces programmes quand ils sont au gouvernement. Et après, bien sûr, il y a derrière tout un parlement qui contrôle, qui s'assure, qui vérifie, qui est là en tant que gardien du temps. Donc, cette forme de démocratie, c'est une forme qui est quelque part révolue. Alors, je vous donne un peu une réflexion qui a été introduite notamment dans le livre Le temps des algorithmes. Aujourd'hui, il y a en fait deux débits qui ne sont pas compatibles. Le débit électoral, qui est un débit qui est très faible. Je pense que le débit des élections, c'est un débit où on va exprimer la vie une fois par 5 ans. Et bien sûr, ça va être un avis vrai ou faux. En tout cas, c'est un octet, c'est quelques bits une fois par 5 ans. Alors qu'aujourd'hui, il y a également un débit technologique qui est beaucoup plus important, qui est un débit qui va jusqu'à 100, 200 gigabits par seconde. Donc on n'est pas sur le même rythme au niveau du pouvoir, au niveau de la démocratie représentative, que le rythme technologique. Donc c'est deux choses qui sont incompatibles. Les jeunes, quand ils ont un problème, ils vont pas attendre les élections pour l'exprimer. Ils vont l'exprimer immédiatement sur les réseaux sociaux. Quand on a une doléance, une demande, une requête vis-à-vis du pouvoir, on va l'exprimer pratiquement immédiatement. On va pas attendre des années et des années ou des mois et des mois. En plus, ce qui impacte fortement cet aspect-là de pouvoir numérique, c'est la notion d'urgence. Donc on l'a vu plus ou moins, mais de manière assez rapide, quand on a parlé de génération connectée. Donc on a vu quelque part qu'aujourd'hui c'est une génération qui est dite Ikiwaiwin, c'est-à-dire I know what I want and I want it now. Je veux tout de suite, ici et maintenant. Et donc ça, c'est quelque chose qui impacte fortement bien sûr les mécanismes de représentativité, les mécanismes de prise de décision, les mécanismes politiques, les mécanismes de projection en fait de la démocratie. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le pouvoir, c'est un pouvoir qui change, et change demain. On n'est plus dans le pouvoir des partis politiques, mais d'influenceurs, d'activistes qui sont sur les réseaux sociaux. On est devant le pouvoir du buzz, le pouvoir du contenu et le marketing de contenu, et le pouvoir quelque part qui revient. Alors, qui revient, mais là également il faut faire attention, est-ce qu'il revient au peuple réellement? Pas réellement, donc on est toujours devant une couche intermédiaire, devant des partis intermédiaires. Alors peut-être ils ne sont pas aussi ankylosés que les partis politiques tels qu'on les connaît, mais ils ne sont pas aussi, disons, يعني ماشي بالضرورة بهذاك البراءة, ils ne sont pas aussi innocents que les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, dans ce pouvoir-là, on va utiliser ce pouvoir pour pousser des produits, donc à l'échelle économique, mais également pour pousser des idées. Et ça peut être plus facilement manipulable. D'autant plus que chez ces influenceurs qui ont quelque part ce pouvoir-là, on n'a pas nécessairement d'idéologie. Et donc, du coup, c'est plus facilement attaquable. Voilà. Alors, après, la même chose par rapport à la priorité. Aujourd'hui, il y a un autre rythme de priorité, la priorité numérique. C'est une priorité qui est changeante. C'est une priorité où la seule constante, c'est le changement. Alors, on l'a vu
clairement, Machir et dernièrement, mais on l'a vu aujourd'hui, مثلا, chaque jour, il y a un sujet qui prend le dessus au niveau des réseaux sociaux. Et en fait, à chaque fois, c'est une priorité. Et on va passer d'une priorité à une autre de manière très rapide et sans s'attarder sur les priorités. En fait, chaque fois, ça va être un sujet nouveau. Et une fois ce sujet il est abordé, ben on va passer au deuxième, au troisième, au quatrième, et ainsi de suite. Voilà de manière globale. Alors, bien entendu, les autres éléments qui vont être également impactés, qui sont aussi importants que ceux qu'on a évoqués. L'appartenance, on l'a un peu évoqué dans le cadre de l'identité. Donc aujourd'hui, il y a la tribu numérique. Il y a des gens qui vont s'identifier à des communautés, à des pages, à des groupes qui sont sur Facebook, plus qu'ils ne vont s'identifier à leur famille, leur propre famille. Alors, bien sûr, avec les avantages, les alliés que ça peut avoir. Et bien entendu, est-ce que c'est quelque chose de pérenne, est-ce que c'est quelque chose de structuré, est-ce qu'il y a derrière une idéologie? Un élément qui est très très important, c'est la confiance. La confiance, aujourd'hui, on parle d'autorité numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, on ne fait plus confiance à des autorités de régulation, on ne fait plus confiance aux autorités en général, quelles qu'elles soient. Par contre, on fait confiance aux algorithmes. Parce qu'on a découvert pendant des années, des décennies, que les autorités, quelles qu'elles soient, sont corruptibles. Et donc, à des autorités qui sont corruptibles, on va plus faire confiance à des algorithmes, par exemple à la blockchain. L'exemple des Bitcoin, c'est un exemple de shift dans la confiance. En fait, on est passé de la confiance, les autorités de régulation nous ont joué un sale coup à la crise de 2008 et ils ont injecté de l'argent, ça a créé de l'inflation pour bien sûr sauver des banques, pour sauver de grands organismes. Et donc, on a shifté cette confiance vers le Bitcoin. Le Bitcoin, il a été créé en 2009, donc pratiquement juste après la crise financière. Ça, c'est juste un exemple. Donc, je préfère donner ma confiance à une monnaie numérique qui est régulée par une masse de machines et d'algorithmes qui fonctionnent, plutôt que de faire confiance à une institution publique, quelle qu'elle soit. Ceci est également valable de plus en plus d'autres domaines. Donc aujourd'hui, on va beaucoup plus faire confiance. Alors maintenant, aujourd'hui, les gens, quand ils regardent par exemple les chiffres, ils vont faire confiance à ces chiffres. Les chiffres peuvent être manipulés. Quand ils vont regarder des choses sur Facebook, ils vont faire plus confiance à Facebook qu'à autre chose. Parce que pendant des années, ils ont compris que Facebook, c'est une source d'autorité de l'information. Le problème, c'est que dans Facebook, il y a du bon et du mauvais. نعطي un exemple. مثلا دابا aujourd'hui الناس باش كيعرفوا فوقاش رمضان لو ريفلكس ناتوريل ماشي هو يعاينوا الاخبار الرئيسيه بوغ ايكوتي لانونس اوفيسيال ماشي هو انهم يمشيو لو سيت ديال وزاره الاوقاف مي انهم يشوفوا فيسبوك. Après, on peut avoir tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Comme j'ai dit, en fait, cette autorité, c'est intéressant. C'est intéressant dans un sens parce que on a découvert que la plupart des institutions sont corruptibles, ne sont pas. يعني même مثلا des choses اللي ما عندهم حتى شي علاقه بحال دابا الفيفا. Les dernières années, on a découvert que les constructeurs automobiles, découvert que ils nous racontent n'importe quoi. Des politiques, ça on le sait depuis plusieurs années, plusieurs décennies, mais également les grandes entreprises économiques, les grandes institutions publiques. Donc on a découvert, en fait on a perdu confiance en beaucoup d'institutions, et donc on a essayé un peu de reporter cette confiance sur l'algorithme. Donc on parle d'algorithmocratie, on parle également de datacratie. Également en termes d'intelligence et d'action, donc on parle de savoir numérique et de faire numérique. Et là, en fait, ça nous amène à quelque chose de très très important, l'IA, l'impact de le digital sur l'éducation et sur l'emploi. Alors, ce que je voulais évoquer, peut-être pour laisser 5 minutes ou là un peu plus, ou là 10 minutes pour les questions, ce que je voulais également évoquer à ce niveau-là, c'est que la révolution est d'autant plus profonde qu'aujourd'hui, elle impacte le cerveau humain. Aujourd'hui, il y a un impact dans les deux sens. Le cerveau humain impacte la façon avec laquelle on conçoit et on utilise la technologie. Et vice-versa, la technologie impacte le cerveau humain. Aujourd'hui, c'est un complément quelque part du cerveau. D'ailleurs, les gens, le téléphone, c'est un complément de votre cerveau. Aujourd'hui, واش كاين شي حد كيعقل على un numéro, même son numéro des fois ما كيعقلش عليه. Et donc ça veut dire tout simplement c'est un complément, c'est une extension. C'est un peu le cerveau augmenté, l'humain augmenté. Donc ça fait partie de notre cerveau et donc ça façonne quelque part
notre cerveau. شنو هي الحاجات اللي كنذكروها, comment notre mémoire est faite, شنو هي الحاجات اللي qu'on est obligé d'analyser. Il y a des choses qu'on n'est pas obligé de stocker, qu'on n'est pas obligé d'analyser, qu'on n'est pas obligé de mémoriser. Donc tout ça, c'est pour dire que c'est une révolution qui est beaucoup plus profonde que ce qui apparaît. Alors, par contre, il y a un grand sujet qui est très important et qui fait partie des impacts de ces technologies, c'est l'impact environnemental. Alors, l'impact environnemental, c'est un impact sur les espèces, sur les matières, sur les éléments de la table périodique. On voit aujourd'hui qu'il y a un ensemble d'éléments qui sont en danger. Et une bonne partie des guerres aujourd'hui qui se font, c'est des guerres qui sont liées à la matière première, parce que la matière première n'est pas infinie. Il y a un impact sur l'énergie. On voit que, par exemple, des technologies comme le Bitcoin, elles consomment énormément d'énergie. Des technologies comme les voitures connectées, par exemple, utilisent énormément de cobalt. Et donc, s'il n'y a pas de cobalt, il n'y a plus de Tesla, il n'y a plus de voitures autonomes. Mais il y a également une autre guerre qui se livre, c'est une guerre des cerveaux, une guerre de la matière grise. Il y a une guerre de la matière première et une guerre de la matière grise. Et donc, cette guerre de la matière grise, aujourd'hui, on voit que toutes les armes sont permises. On a vu les dernières années des pays qui ont conçu des programmes de visa et des programmes d'immigration pour attirer cette matière grise. Et cette guerre-là, on n'est même pas conscient. Et ça peut impacter fortement notre économie et comment on va pouvoir naviguer dans le futur de notre économie. Alors, je vais terminer sur 2 slides. En fait, un slide sur l'emploi de demain et un slide sur l'éducation de demain. Alors, l'emploi de demain qui est fortement impacté par le numérique. Aujourd'hui, bon, on en a très souvent parlé, il y a de nouveaux métiers, il y a de nouveaux secteurs qui vont être des secteurs de pointe. Avec justement cette crise, on voit qu'il y a des métiers qui vont être à la hausse, des métiers qui vont être à la baisse, et ainsi de suite. Donc ça, c'est important. Et une orientation vers une logique d'ubérisation du travail, et une logique collaborative. Et on n'est plus dans la logique où on est nécessairement dans une logique de CDI, salarial, fonctionnaire. Alors bien sûr, ça, c'est avant la crise Covid. Peut-être ça va changer après la crise. Mais on est beaucoup plus vers une orientation vers des petits métiers. Donc des gens qui vont travailler pendant quelques jours, avoir un revenu, aller le dépenser, puis revenir pour travailler. C'est un peu différent, parce que le cycle classique, c'est un cycle où on est la logique de l'éducation. Ça, c'est le cycle qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on voit des cycles un peu dans tous les sens. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent commencer par la retraite. Donc, première année, quand il sort d'école, c'est une année sabbatique. Il veut un peu faire le tour du monde, ou là, il veut se reposer. C'est un peu particulier. De la même manière, en fait, l'éducation, c'est pas quelque chose qu'on termine. C'est quelque chose qu'on continue à faire tout le temps. Les dernières années, tout le monde fait des cycles de master additionnels, tout le monde fait des certifications, tout le monde revient pour apprendre d'autres choses, et ainsi de suite. Donc, la même chose, on a beaucoup plus de changements d'emploi. Il y a plus de stabilité. On est en train d'avoir des petits emplois avec une faible stabilité. Et des fois, c'est même un faible paiement. Le freelancing est en train de l'emporter sur l'emploi stable. Alors après, on verra. On verra par rapport à ce qui va se passer après le Covid. Mais disons qu'il y a une tendance vers plus de freelancing. Une tendance également vers l'entrepreneuriat plutôt que des emplois en CDI. Les petites missions, on en a parlé. Et puis, de nouvelles compétences qui sont nécessaires. J'ai mis recherche sur Internet. Des gens qui vont me dire, ça, c'est pas une compétence qu'on va mettre à ce niveau-là. La recherche sur Internet, c'est une compétence qui est très, très importante aujourd'hui. Et ça fait une grande différence. Aujourd'hui, contre une fake news, il faut tout simplement avoir la compétence de recherche sur Internet et de savoir où rechercher. Pour préparer un doctorat, il faut savoir où rechercher. Il ne s'agit pas uniquement de qu'est-ce que je recherche de manière globale. La recherche sur Internet, c'est vraiment toute une science. Et à mon sens, on n'a pas encore acquérir toutes les compétences qui sont liées à cette... Alors, il y a des capacités de synthèse qui sont très importantes, vu la taille, le volume d'informations qu'on a, la capacité de se focaliser, parce que de plus en plus, on est perturbé par les événements. Aujourd'hui, il y a une génération qui est complètement déconcentrée. C'est très difficile de garder
son attention pendant longtemps. La capacité à gérer le stress, à gérer les conflits, à gérer les situations de crise. On l'a vu par exemple avec le Covid, gérer l'inconnu, la capacité de collaborer, de travailler en réseau. En tout cas, il y a un ensemble de nouvelles compétences, dont la plupart, c'est des compétences dans le domaine de l'intelligence émotionnelle. Et puis, il y a également la créativité, la place de la créativité dans l'emploi de demain. Euh, et puis, bien sûr, pour la gestion des compétences, il y a également d'autres enjeux. Je vais passer sur le volet éducation. Alors, ça, c'est un peu les compétences qui sont nécessaires en 2020. On voit que la créativité est en troisième position. Et puis, il y a également d'autres compétences. Alors, sachant que la créativité est en dixième position en 2015. Alors, je vais m'arrêter là. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Le temps que vous ayez éventuellement des questions, je vais juste essayer de répondre à la question de Yassi Samir Al-Lali. Comment retrouver cette confiance? Alors, est-ce que c'est nécessaire de la retrouver? La confiance dans les corps de régulation, la confiance dans les institutions. Moi, je trouve que c'est très difficile de retrouver cette confiance parce qu'elle a été brisée à plusieurs reprises. Et comme j'ai dit, elle a été brisée de manière presque irréversible. Maintenant, je crois qu'il faut changer les institutions et la façon avec laquelle elles interagissent si on veut retrouver cette confiance. En fait, il faut réinventer la démocratie, si vous voulez. Il faut réinventer le système politique et puis également le système économique qui le régit. Aujourd'hui, on a un exemple très simple. La confiance sur les banques centrales, partout dans le monde, chez Filmré, elle est à son plus bas niveau. N'est-ce pas pour la banque centrale parce que on va voir également ce qui va se passer après le Covid. Mais en tout cas, il y a cette faiblesse. Les États, le taux d'acceptation d'un président élu au bout d'un an, généralement, il est fortement diminué. Le nombre de personnes, le nombre de personnes qui exercent leur droit de vote, mais chez partout dans le monde, il est en forte diminution. Au Maroc, c'est encore pire, dans tous les pays du monde, il y a cette... Donc aujourd'hui, on est la limite, comme j'ai dit, de la confiance dans les systèmes. Aussi bien le système politique, le système économique, les systèmes judiciaires, de justice, les systèmes de travail. D'ailleurs, ça la confiance sur les syndicats, les organismes intermédiaires, elle est à son plus bas niveau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions... Moi, j'ai pas vu d'autres questions. La dernière que je viens de voir, c'est celle de Si Samir. Bon, s'il y a d'autres questions, ce serait avec grand plaisir. Sinon, on va clôturer cette session. C'était un peu court. Bon, il y avait en fait chacun de ces sujets, parfois, il mérite une conférence à part. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on prenne conscience de la profondeur en fait, de l'évolution de la transformation qu'on est en train de vivre. Alors une question peut-être c'est Abdelali Oufkeri. Notre système éducatif est-il au diapason par rapport à ces skills exigés? Bon, moi j'exerce dans le dans le domaine effectivement de l'éducation et je sais qu'on n'est pas encore au niveau. En tout cas, aujourd'hui, notre système éducatif est loin derrière. C'est pas moi qui le dis, c'est également les organismes internationaux. Je crois que parmi les choses, et bon, ça, je rebondis également sur peut-être la question des systèmes sur le côté religion. Ce qui nous permet quand même de continuer, c'est qu'aujourd'hui, il y a un système de valeurs qui existe, qui est basé sur, entre autres, la religion, sur la culture, et c'est quelque chose qui nous sauve. D'ailleurs, elle a permis de nous sauver quelque part pendant cette crise du Covid. Parce que s'il n'y avait pas cet élément-là, culturel, religieux, c'est quelque chose qui... Maintenant, c'est pas suffisant. Quand je dis c'est pas suffisant, parce que déjà, c'est quelque chose qui est attaqué de toutes parts. Et en même temps, je crois que dans nos systèmes éducatifs, aujourd'hui, la créativité n'a pas encore sa place. Aujourd'hui,
les valeurs de citoyenneté n'ont pas encore leur place, beaucoup de soft skills ne sont pas nécessairement présentes. Alors, on parle par exemple dans la refonte de la licence avec le système bachelor d'introduire énormément de choses par rapport aux soft skills. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Également dans l'éducation primaire, secondaire, aujourd'hui, il y a beaucoup de défaillances dans ce sens. À côté de ça, il y a des défaillances sur les compétences nécessaires. Dans ces domaines éducatifs, aujourd'hui, beaucoup de compétences manquent. Alors, des compétences aussi bien dans des domaines de sciences humaines, parce que c'est important, parce que il ne suffit pas d'étudier la technologie ou la science ou l'innovation, il faut avoir des sous-bassements en sciences humaines, en psychologie, en sociologie, mais également dans la partie scientifique. Aujourd'hui, on a un exemple, tous les domaines d'ingénierie. Aujourd'hui, il y a un manque sur la partie pratique. Donc aujourd'hui, il y a... Donc voilà, c'est alors pour rapidement rebondir sur la question des systèmes, de la religion et cette confiance. Bon, je dirais qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, il y a une perte de repères. Donc, on ne fait plus confiance, on a tendance à généraliser. Donc, on ne fait plus confiance à tous les systèmes qui sont établis, incluant la religion. La différence, à mon sens, par rapport à la religion, c'est que même s'il y a une petite perte de confiance, notamment de la part des jeunes, c'est quelque chose qui est rattrapable. C'est pas structurel. C'est pas fortement idéologique. C'est peut-être une étape de la vie et puis ça va revenir par la suite. Par contre, si on veut garder cette confiance, je crois qu'il y a également un effort à faire en termes de modernisation de la logique qu'on a au niveau du traitement des valeurs de base, de la culture et de la religion. Euh, alors, une question d'essai Mehdi Dbar. Pensez-vous que les smart contracts ont un avenir dans le secteur privé-public, qu'est-ce que c'est sur les métiers notaire et assurance? Alors oui, alors smart contract, ça c'est en fait l'une des composantes majeures de la technologie ou de l'architecture blockchain. Donc c'est les contrats intelligents, donc des contrats qui peuvent être gérés, régis sur l'ensemble des clauses et dans tout le cycle de vie par la technologie, par la blockchain. C'est quelque chose, en tout cas aujourd'hui, la blockchain, à un moment donné, on était le haut du hype cycle. C'est-à-dire, en fait, on croit que c'est la solution miracle, ça va résoudre beaucoup de problèmes, ainsi de suite. Et ça va changer la vie, ça va transformer. Il faut savoir que la technologie passe souvent par ce qu'on appelle un hype cycle. Et donc, par ça, tout le monde en parle, tout le monde veut vendre des solutions dans ce sens, et ainsi de suite. Moi, je trouve que ça va transformer. Ça va transformer certains secteurs. Effectivement, des métiers, les métiers notariales, les métiers qui sont liés à la conservation foncière, des métiers qui sont en lien avec en fait, tous les métiers qui sont en lien avec les tiers de confiance. Donc, parce que, en fait, le rôle d'un tiers de confiance est principalement de pouvoir dire, euh, de pouvoir valider et vérifier les tenants et les aboutissants d'une relation contractuelle. Et donc, ou là d'une transaction. Donc, les rôles de tiers de confiance, qui me goûtent, on ne fait plus confiance. Et donc, du coup, on revient pour dire peut-être un algorithme. Il faut savoir une chose, c'est que l'algorithme peut avoir également les mêmes biais que les biais qui existent au niveau normal, au niveau humain. Et on l'a vécu parce qu'il y a eu tout un scandale à la fin de 2019 par rapport à Amazon, dans le cadre de son processus de recrutement, qui a été fait, en fait, qui a été supporté par une intelligence artificielle. Le problème, c'est que l'intelligence artificielle a repris les mêmes biais contre les Noirs, contre les femmes au niveau du recrutement. C'est juste une parenthèse. C'est en fait l'algorithme, même si on croit qu'il est infaillible, mais on ne l'a pas encore essayé. Donc quand on va l'essayer, on va découvrir qu'il est également faillible. Parce qu'il dépend énormément des données qu'on a utilisées pour le créer. Et dans ces données, on peut avoir également des erreurs, des biais, et ainsi de suite. Maintenant, oui, c'est appelé à changer. Aujourd'hui, on a vécu avec le Covid une vague de dématérialisation. Et qui va dire dématérialisation, c'est en fait les documents qui sont nécessaires par les tiers de confiance vont être dématérialisés. Dès lors que c'est dématérialisé, on va se poser la question, pourquoi a-t-on besoin, par exemple, d'un notaire? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Parce que finalement, si le document est dématérialisé, si
on a la possibilité à travers des applications d'accéder, de vérifier, de s'assurer que l'acte est bien fait, est bien enregistré et que la transaction elle est faite, ben, on va se poser la question sur le feed. Maintenant, je crois que ce qui va se passer, c'est une transformation de ces métiers-là pour prendre en considération la technologie. Et donc, on va répartir cette confiance entre l'humain et l'algorithme. Et des fois, on va faire contrôler l'humain par l'algorithme et vice-versa. Pour garantir, en fait. Donc, on va être beaucoup plus dans une logique comme la cobotique, donc la collaboration entre l'humain et la robotique. La même chose, on va avoir une collaboration intéressante et intelligente entre l'humain et l'algorithme pour assurer une confiance un peu plus importante, pour pouvoir contrôler l'un par l'autre et pour s'assurer que... Parce que finalement, pourquoi on fait confiance? C'est pour garantir les relations humaines. Le problème à la base, c'est souvent un problème de valeur. Et on revient un peu à la question du système de valeurs. Et je crois que il faut revenir à la base qui est en fait l'éducation. Je ne parle pas de l'enseignement, je parle de l'éducation, parce que dans l'éducation, il y a également le côté valeur, le côté le côté ديال الادب ديال التربيه ماشي غير ديال التعليم. C'est pas juste de l'information qu'on transmet, c'est pas juste de la formation, c'est pas juste de la connaissance, c'est pas juste de la compétence, mais c'est également des valeurs, une attitude et un mindset. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup pour avoir suivi ce live et on se retrouve, Inch'Allah. Alors, on va parler de manière un peu plus concrète des impacts et en fait des pathologies qui sont liées à l'utilisation du digital pour mieux comprendre en fait les impacts sur l'humain. Puis on va également voir les impacts sur les entreprises en termes de performance. Voilà, merci beaucoup et au prochain live, Inch'Allah.